Merci Arnaud. Je suis content de présenter ça au plus proche, c'est-à-dire au sein du département philosophie, au sein du centre de recherche. Et donc, je vais un peu procéder comme Lambros en expliquant d'abord ce qui m'a amené à m'intéresser à cette question de la guerre dans la philosophie. Alors, depuis de nombreuses années, une vingtaine d'années, je travaillais sur la question du conflit politique, voire de la division au sein de la communauté politique, et ce, sans surprise, souvent pour analyser, voire pour dénoncer le recouvrement de la division, le recouvrement du conflit politique interne, et ce, depuis, ou avec l'aide du moins, de la pensée machiavélienne qui, justement, exprimait, avec la spécificité évidemment de la posture machiavélienne par rapport au champ philosophique, mais Machiavel me permettait de penser un véritable respect d'une division constitutive de la communauté politique. Donc voilà, ça c'était, disons, mes habitudes de travail qui m'amenaient à fréquenter cette idée du conflit politique pour tester ensuite, au-delà des travaux que j'ai faits sur Machiavel, pour tester ou plutôt pour montrer ensuite combien à la fois ce que j'appellerais la tradition majoritaire de la philosophie politique moderne, telle que concentrée sur le principe de souveraineté, mais aussi tout ce qu'on peut analyser à la suite de Michel Foucault dans le domaine de la gouvernementalité, mettait en œuvre ces deux mamelles, j'ai envie de dire, de la philosophie moderne, souveraineté et gouvernementalité, mettaient en œuvre à leur tour un recouvrement de cette idée du conflit politique. Et c'est, entre autres, pour me référer à d'autres travaux que j'ai pu mener, c'est ce que j'analysais en particulier en montrant l'émergence d'une pensée de la statistique tout au sein de la modernité et jusqu'à nos jours. Voilà, donc intérêt pour la question du conflit politique depuis son recouvrement. Et petit à petit, j'ai tout simplement voulu élargir cette catégorie du conflit en pensant non plus le conflit intérieur à la communauté politique, depuis son recouvrement, mais en me frottant en quelque sorte à un conflit plus compliqué à penser, et dès lors aussi plus recouvert, à savoir le conflit extérieur. Et ce, pour justifier cet intérêt, à la fois au nom d'un souci, j'ai envie de dire, pacifique, tout simplement, mais aussi au nom d'une évolution qu'on pourrait décrire comme étant celle qui est propre à la globalisation, qui rendait problématique la séparation de l'intérieur et de l'extérieur, qui les rendait en quelque sorte poreuses. Il devenait, si je peux dresser un diagnostic rapide, il devenait de plus en plus compliqué de se contenter des gestes traditionnels de partition entre l'intérieur et l'extérieur de la communauté politique à une époque de globalisation. Donc voilà, tout ça m'a amené donc à me pencher plus en avant sur cette question de la guerre. Et le livre se présente tout simplement, et je tiens beaucoup à ça, se présente tout simplement comme une histoire de la guerre dans le discours philosophique. Une histoire de la guerre dans la philosophie, au nom de la question qui serait comment le philosophe pense la guerre et qu'est-ce que la guerre fait à sa pensée. Et donc, quand je dis que c'est une histoire de la philosophie politique, pour ceux qui ont parcouru
au minimum la table des matières. Hein. C'est une histoire, certes non exhaustive, évidemment, mais qui m'amène de Platon jusqu'à une série de penseurs importants du XXe siècle, qu'il s'agisse d'une part de la pensée qu'on va appeler conservatrice allemande, hein, avec des auteurs comme Carl Schmitt, comme Ernst Jünger, comme Heidegger, et d'autre part aussi la pensée post-nietzschéenne française, avec des auteurs comme Bataille, Caillois, Derrida, Foucault. Une des choses qui m'intéressait là-dedans était justement cette potentielle communauté problématique, évidemment, entre la pensée conservatrice allemande et la pensée française de la différence, on va dire. Hein. Comment articuler ces deux moments de la pensée du XXe siècle qui s'inspirent l'un de l'autre, hein, et qui héritent semblablement de Nietzsche, et de Nietzsche lisant le fameux passage d'Héraclite qui proclame la guerre comme père ou comme mère de toute chose. Voilà, je voulais me mettre en difficulté, je dirais vite, en tentant d'assumer ces mouvements-là de la pensée du XXe siècle qui juxtaposent la pensée de Schmitt, la pensée heideggerienne et la pensée française post-nietzschéenne. Alors, donc, un parcours dans l'histoire de la philosophie, hein, en tentant de mettre en avant quelques moments clés dans la prise en considération de la guerre, et ce aussi, à cette visée un peu pédagogique, de manière à présenter les quelques outils philosophiques qui permettent d'évaluer, depuis la philosophie politique, qui permettent d'évaluer la guerre. Hein, il y a aussi un travail non seulement d'historien, mais je dirais de repérage dans l'histoire de la philosophie, des outils philosophiques qui me semblaient les plus intéressants pour penser la guerre. Mais ce parcours, avec sa visée à la fois historique et en même temps éthique, je dirais, hein, tentative d'évaluer la guerre depuis la philosophie, est dictée par, évidemment, une hypothèse, ou en tout cas par une structure, dont je tiens à dire, et j'espère que je pourrai aller jusqu'à ces développements-là aujourd'hui, que cette hypothèse, elle porte finalement autant, sinon plus, sur la philosophie que sur la guerre. Hein, dans ce sens-là, il s'agit non seulement de dresser une histoire philosophique de la guerre dans la philosophie, mais aussi de réfléchir la philosophie, l'histoire de la philosophie depuis cet enjeu que serait la guerre. Et l'hypothèse que je caricature un tout petit peu ici, mais qui dicte ce parcours, pourrait être résumée à la proposition suivante. À la fois, la philosophie est hantée par cette question de la guerre, et en même temps, le geste philosophique qui répond à cette hantise est toujours un geste qui l'amène à perdre son objet, c'est-à-dire à produire une neutralisation, un apaisement de ce qui reflète véritablement la nature guerrière de la guerre. Hein, donc quand le philosophe s'empare de la guerre et traite de la guerre, il produit immanquablement ce geste, des gestes, hein, il y en a une multiplicité, j'y reviendrai immédiatement après, de neutralisation de son objet. Alors, je tiens immédiatement, et c'est une source d'embarras que je ne veux pas cacher, je veux immédiatement dire que entièrement l'impasse ici, dans le livre, je veux dire, sur l'expérience de la guerre, sur la véritable expérience de la guerre, qui n'est pas mon objet. Hein. Mon objet est seulement le philosophe quand il réfléchit la guerre. Alors c'est un embarras, évidemment, que je pourrais justifier
de manière méthodologique, j'ai envie de dire, hein, justifiée en mettant dans les pas de Derrida et en revendiquant de manière stricte une non-extériorité par rapport au discours philosophique, hein, un repli sur le discours philosophique, mais évidemment, je crois que ça ne... aussi légitime que soit cette revendication méthodologique, elle ne suffit pas. C'est pourquoi je veux commencer par m'y confronter un tout petit peu plus. Ce que je voudrais dire, pour m'y confronter un tout petit peu plus, c'est que, en tout cas, ce que je ne voulais pas faire dans ce livre, c'est me confronter à l'idée que l'expérience de guerre devrait être respectée dans son extrémité, dans sa monstruosité. Hein, et ce, a fortiori, en se tournant toujours vers les formes les plus extrêmes de guerre, vers les formes génocidaires, on va dire, pour aller vite, dont il faudrait mettre en avant le fait qu'elles échapperaient de manière naturelle, de manière évidente au discours philosophique. Hein, ce n'était pas cela l'expérience philosophique à laquelle je voulais donner lieu au travers de mon livre. Hein. Il ne s'agissait pas de respecter l'extrémité de la guerre en faisant de celle-ci en quelque sorte un point de résistance au discours philosophique. Hein. Au contraire, mais là je veux dire, ce sont des questions que je n'aborde pas dans le livre, que je dévoile plutôt ici dans le cadre d'un échange. Si je devais poser un diagnostic un peu plus concret, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est l'incapacité dans laquelle se met la philosophie à envisager les normes de la guerre elle-même. Hein. Elle rend impossible cette possibilité de réfléchir des normes qui seraient immanentes à la guerre. Elle rend impossible la possibilité de penser un ordre du désordre, en quelque sorte. Et justement, c'est cette tendance-là que je voulais freiner dans mon livre, mais en la traitant exclusivement depuis la philosophie. Donc l'objet n'est pas l'expérience de guerre dans sa radicalité, l'objet c'est au contraire le mouvement de retrait de l'expérience de guerre dans la philosophie au travers d'une série, en analysant une série de gestes typiquement philosophiques qui produisent ce retrait. Hein, qui produisent ce que j'ai appelé cette neutralisation ou cette pacification de la guerre. Tout ça pour dire donc que le seul matériau de ce livre, le seul matériau que je revendique est purement interne à la philosophie. Hein, ce sont les gestes de neutralisation, les gestes techniques de neutralisation par le philosophe de l'enjeu guerrier, la question étant de savoir qu'est-ce que ceci dit de la pratique philosophique. Qu'est-ce que ceci dit de la démarche philosophique et de la diversité des démarches philosophiques. En particulier, il s'agit ainsi de réfléchir au repli de la philosophie sur le politique, pensé lui-même comme politique intérieure. C'est-à-dire, pour le dire de manière encore plus concrète, en tentant de réfléchir les différents champs qui se développent dans l'espace philosophique, il s'agit de me confronter à la relative absence de toute philosophie des relations internationales, ou encore à la relative absence d'une cosmopolitique. Comment se fait-il que la philosophie a pu se concentrer sur une politique qui se définissait elle-même toujours comme intérieure? Alors, pour donner un peu de consistance à cette idée selon laquelle le geste philosophique, quand le philosophe se penche sur la guerre, consiste toujours à produire une neutralisation de celle-ci, avec évidemment le paradoxe d'un geste qui pacifie la guerre elle-même pour la faire entrer dans la philosophie. Pour donner un peu de consistance à ceci, je voudrais énumérer une série
de gestes que j'ai repérés tout au long de l'analyse de ces discours philosophiques sur la guerre, une série de gestes dont je tiens à mettre en avant immédiatement le caractère local, d'une part, et le fait qu'ils se retrouvent dans des philosophies qui appartiennent à des traditions qu'on peut qualifier de rivales les unes vis-à-vis des autres. Et à ce titre-là, qu'ils peuvent apparaître comme étant profondément représentatifs de l'éthos du philosophe ou de la technique philosophique elle-même. Hein, puisque on voit que malgré leurs différences, un Platon et un Hobbes, pour citer deux auteurs auxquels je me confronte, mais on pourrait aller aussi vers Kant ou vers Hegel, adopte, mobilise des gestes philosophiques relativement communs, relativement comparables, quand il se penche sur cette question de la guerre. Alors je vais énumérer, je ne dois pas aller beaucoup plus loin qu'une énumération ici, je vais énumérer quelques-uns de ces gestes, tout en précisant évidemment que non seulement ils se retrouvent dans des traditions philosophiques qui apparaissent a priori comme étant rivales l'une vis-à-vis de l'autre, mais aussi évidemment noter que ce sont des gestes relevant donc de la technique philosophique, qui se complètent mutuellement, hein, et qui produisent leur effet justement en se complétant. Alors, je vais assez vite, mais par exemple, ce qui apparaît comme étant constamment utilisé par des philosophes appartenant à des traditions différentes quand ils évoquent la question de la guerre, c'est un traitement par analogie, qu'on retrouve aussi bien, comme je l'ai dit avant, chez Platon que chez Hobbes. La guerre va être pensée non seulement depuis son analogie avec le conflit intérieur à la cité, mais aussi chez Platon, mais aussi de manière analogique avec la relation de l'âme et du corps. Et ce, au-delà de cette analogie, évidemment, pour montrer les différences entre ce qui a été relié au travers de ce rapport analogique, hein, au sens où le rapport de l'âme et du corps, les rapports conflictuels internes à la cité sont hiérarchisables, peuvent être soldés par un mouvement de réconciliation, hein, de retour à l'unité, là où au contraire la guerre, tout en étant réfléchie comme un analogone de ces autres formes de conflit, est ce qui ne permet pas de donner lieu à une réconciliation ni à une hiérarchisation, hein, ce qui se solde uniquement, autrement dit, dans la victoire, une victoire qui dès lors devrait être oubliée. Alors chez Hobbes, on trouve exactement cette même surenchère dans l'analogie, j'ai envie de dire, hein, même si on peut considérer évidemment que l'analogie est une figure datée de l'analyse de la vérité, hein, malgré tout, Hobbes ne cesse dans le Léviathan de procéder par analogie en rapprochant la guerre de tous contre tous à l'état de nature avec le conflit extérieur entre les États, tout en, deuxième temps évidemment, qui est semblable à celui de Platon, tout en notant que, évidemment, la guerre de tous contre tous peut donner lieu à une réconciliation au travers du contrat social, ce qui ne cessera de manquer, évidemment, dans le cas de la guerre extérieure. Donc là, on a vraiment des mêmes mouvements que je qualifie d'analogiques, mais surtout aussi qui permettent à ces auteurs à la fois d'exacerber la guerre extérieure en montrant que, pour sa part, elle ne peut pas donner lieu à une réconciliation. Et donc, elle est abandonnée à ce titre-là hors du champ philosophique. Donc, utilisation de l'analogie, utilisation aussi, mais là je vais aller plus vite, ou recours constant à des gestes de générosité, hein, qui consistent à dire que tout est conflit. Certes, il y a du conflit hors de la cité, mais tout est conflit. Ou encore à des gestes d'exacerbation, hein, qui consistent à montrer que tout conflit ne peut être amené qu'à s'intensifier
qu'à se généraliser. Et une nouvelle fois, un exemple évidemment intéressant est encore et toujours la guerre de tous contre tous chez Hobbes, dont, pour simplement parler de la manière la plus concrète, dont je vous invite à réfléchir au-delà justement du rapport analogique que dresse Hobbes entre guerre de tous contre tous et relations interétatiques, combien celle-ci est diamétralement différente de la réalité de la guerre. Je dis que je ne parlerai pas de la réalité de la guerre, mais évidemment une guerre de tous contre tous, c'est précisément autre chose que ce qui peut être produit dans le cadre d'un conflit. Il n'y a pas de conflit sans front, il peut y avoir plusieurs fronts évidemment, et ça donne lieu à des guerres difficiles comme celles qu'on vit, ou que certains vivent en Syrie. Elles ne sont jamais de l'ordre de la guerre de tous contre tous. Elles ne sont jamais de l'ordre d'un chaos absolu, justement. Elles ont toujours leur ordre en elles-mêmes. Donc voilà, geste d'analogie, geste de généricité, de généralisation du conflit, geste d'exacerbation, geste aussi constant, mais qui découle de tous les précédents, de partage entre l'intérieur et l'extérieur de la cité, que ce soit de nouveau chez Platon comme chez Hobbes. Il s'agit toujours de montrer que hors de la cité, tout est guerre, là où, au contraire, dans la cité, le conflit peut donner lieu, par définition, ou doit être ce qui se réfléchit comme étant ce qui peut donner lieu à sa réunification, à la restauration d'une unité familiale. Enfin, dernier geste que je me contente de noter ici, mais qui est absolument constant et sur lequel je reviendrai tout à l'heure parce qu'il est beaucoup plus intéressant que les autres, un geste lui aussi qui me semble être de nature typiquement philosophique, qui consiste à penser la guerre depuis sa possibilité. Il y a guerre dès lors que la guerre est possible. Alors de nouveau, ça va dans le même sens que les gestes précédents, ça consiste aussi à asseoir avec force la différence entre l'intérieur et l'extérieur de la cité. L'extérieur de la cité, c'est là où la guerre est toujours possible, mais on voit bien combien le fait de considérer qu'il y a guerre quand la guerre est possible consiste à poser la question de la guerre tout en s'empêchant en quelque sorte de rentrer dans celle-ci ou de rentrer dans la réalité de celle-ci. Donc voilà une série de gestes que je repère de manière constante tout au long de l'ouvrage et qui se répètent les uns les autres et qui se renforcent surtout mutuellement pour produire cet effet que j'ai qualifié de neutralisation, mais qui est aussi de rejet de la guerre hors du champ philosophique et hors du champ politique. À côté de ça, et je vais m'y arrêter peut-être un tout petit peu plus longuement, il y a aussi des gestes qui sont plus engageants, j'ai envie de dire, sur le plan axiologique, qui répondent à un certain système de valeurs, pourrait-on dire, qui répètent bien souvent la différence entre ancien et moderne, et ce n'est pas un hasard, et qui appartiennent dès lors à des traditions qui se veulent rivales et qui paraissent être justement qui ne peuvent pas être réconciliés, qui définissent, comme je l'ai dit, des systèmes de valeurs ou des systèmes axiologiques de nature différente. Eux aussi sont analysés dans le livre comme témoignant de ce geste de neutralisation qui fait que le philosophe perd en quelque sorte la question de la guerre. Alors, il y a évidemment, et là on va devoir être un tout petit peu schmittien, ne fût-ce qu'un instant, quitte à tenter de ne plus l'être après, il y a évidemment deux gestes majeurs qui me semblent tout à fait emblématiques et dont il s'agit encore une fois de penser l'intérêt philosophique et pas du tout évidemment de les dénoncer en considérant qu'il faut ne plus s'en servir. Il y a deux gestes majeurs qui ont été très clairement repéré par Schmitt, même si j'en ferai la critique après, le geste qui serait le propre de la tradition médiévale de la guerre juste, avec son assise morale, son assise théologique, et d'autre part le geste moderne, celui qu'on qualifie habituellement comme étant propre à la guerre en forme ou à la guerre régulière, à la guerre pensée depuis le droit, qui donne lieu, ces deux gestes, à des définitions parfaitement antagoniques de ce qu'est la guerre.
dans le premier cas avec la guerre juste morale, telle qu'on la trouve définie d'Augustin à saint Thomas et jusqu'à l'administration Bush, la guerre est envisagée comme étant une relation, comme étant un rapport de punition face à un ennemi qui a commis qui a commis une injustice. C'est un geste de punition, tandis qu'au contraire, dans le cadre de la guerre régulière, la guerre est pensée comme une relation d'État à État. C'est-à-dire, s'il faut pousser plus loin encore les définitions de la guerre qui sont ainsi produites, dans le premier cas, le rapport de guerre est toujours réfléchi comme étant un rapport d'inégalité entre quelqu'un qui fait justice et quelqu'un qui a commis une injustice, quelqu'un qui fait justice et qui est habité par une intention droite, comme le montre saint Thomas. Un rapport d'inégalité fondamentale. Dans l'autre cas, au contraire, la relation de guerre, telle qu'elle est réfléchie tout au long de la modernité, typiquement par Rousseau, quand il dit la guerre est une relation d'État à État, la guerre est pensée au contraire comme étant un rapport d'égalité. C'est parce qu'il y a égalité qu'il y a guerre, en quelque sorte. Donc là, nous avons deux traditions, deux réflexions majeures sur la guerre qui présupposent, comme je l'ai dit, des définitions de celles-ci qui sont parfaitement incompatibles l'une avec l'autre. Et jusque-là, j'ai envie de donner raison aux analyses de Carl Schmitt qui mettent en avant l'historicité et l'incompatibilité profonde de ces deux nomos, comme il le dit, mais aussi, et c'est là que évidemment je vais prendre une série de distances par rapport à Schmitt ensuite, qui montre aussi toujours Schmitt, au-delà du Schmitt historiciste en quelque sorte, qui tente de révéler les différents nomos qui ont pu organiser la pensée politique. Il y a un Schmitt non seulement nazi, mais qui fait avant tout l'éloge, j'ai envie de dire, du second modèle de guerre que j'ai évoqué, à savoir celui de la guerre régulière, celui de la guerre moderne, en considérant le caractère exemplaire de cette tradition, de ce nomos, en ce que celui-ci a pu donner lieu véritablement à une civilisation de la guerre. C'est-à-dire a pu manifester sa capacité à civiliser, à ordonner la guerre, et plus précisément encore à la limiter. La guerre étant reconnue comme relation possible entre des États, cette même guerre peut dès lors être limitée. Peut être pensée dans la reconnaissance mutuelle que celle-ci brasse. Il faut reconnaître une nouvelle fois que Schmitt est ici un assez bon historien de la philosophie, quand il fait usage tout autant de Vattel que de Hegel pour documenter tout cela. Alors, contre Schmitt maintenant, après avoir montré le caractère fertile de cette analyse de deux traditions majeures dans les considérations sur la guerre, contre Schmitt, ou du moins dans un premier temps au-delà de Schmitt, ce que je veux montrer, ou ce que je montre dans le livre, c'est le fait que dans ces deux traditions, on peut constater aussi une annulation ou une neutralisation, dans un cas depuis la morale, dans l'autre cas depuis le droit, du fait de la guerre. Et de nouveau, pour être un peu rapide, quitte à verser dans la rhétorique, ce qui est intéressant quand on se penche sur les textes d'Augustin, sur les textes de Thomas, de saint Thomas, c'est de se rendre compte que la guerre devient chez eux l'équivalent d'un acte d'amour, d'un acte de paix. Réfléchi depuis la juste intention de celui qui l'amène, etc., etc. Finalement, cette relation que j'ai qualifiée d'inégalité, qui est constitutive de la guerre, peut être comprise comme étant un acte de paix. Mais de la même manière, pour montrer de manière un peu rhétorique les limites de ces deux modèles, la tentative moderne
on va dire rousseauiste pour aller vite, de régler, de baliser, de limiter de l'intérieur l'exception, hein, contre l'illimitation à laquelle nous exposerait la guerre juste médiévale, hein, puisque c'est bel et bien ça le processus moderne, a pour conséquence de réfléchir constamment la guerre comme étant une relation d'État-État, habité de civilité. Là, je vous demande tous de penser au tableau de Velázquez, Las Lanzas, qui présente en quelque sorte la défaite d'une armée communale hollandaise face aux troupes espagnoles, et on a l'impression qu'ils vont prendre le thé ensemble, hein. Je veux dire, cette civilisation de la guerre décrite par Schmitt est bel et bien une guerre qui est pensée depuis sa civilité, hein, au même titre que chez Kant, par exemple, on voit constamment le recours à la catégorie de la confiance pour réfléchir la guerre, ou encore chez Hegel, la guerre devient un moment de reconnaissance mutuelle de l'altérité. Tout cela me semble être typiquement ce qui révèle une nouvelle fois le fait que le geste philosophique sur la guerre est un geste qui, en prenant en considération la guerre, ne peut manquer de pacifier ou de neutraliser celle-ci. Alors pour documenter ça de manière un tout petit peu plus concrète, je vais prendre un passage de Vatel, que je ne cite pas, je crois, dans le livre, qui est tout à fait contemporain donc, de Rousseau, et le passage que je vais lire est juste, peut-être comparé évidemment au passage du contrat social où Rousseau définit la guerre comme relation d'État à État, hein, avec la normalisation de la, guerre, de la relation guerrière à laquelle ça donne lieu. Vatel, donc contemporain de Rousseau, sur lequel Schmitt ne cesse de se baser, nous dit cela. Aujourd'hui, la guerre se fait par des troupes réglées. Le peuple, les paysans, les bourgeois ne s'en mêlent point. Et pour l'ordinaire, ils n'ont rien à craindre du fer de l'ennemi. Pourvu que les habitants se soumettent à celui qui est maître du pays, qu'ils payent les contributions imposées et qu'ils s'abstiennent de toute hostilité, ils vivent en sûreté comme s'ils étaient amis. Ils conservent même ce qui leur appartient. Les paysans viennent librement vendre leurs denrées dans le champ et on les garantit autant qu'il se peut des calamités de la guerre. Alors voilà, c'est ce type d'abstraction ou de geste d'abstraction propre à la tradition du droit des gens modernes, hein, à la philosophie moderne quand elle réfléchit la guerre, que j'essaye de mettre en lumière, en montrant que là aussi, finalement, il s'agit de montrer que la guerre n'est pas incompatible avec une relation d'amitié, hein, puisque c'est à celle-ci que se réfère Vatel, hein, qu'elle peut être parfaitement civilisée, autrement dit. Ceci, j'y reviendrai juste après, suppose évidemment une série d'exclusions, j'ai envie de dire, produites par le geste philosophique et qui sont constitutives de la possibilité même de civiliser la guerre. C'est parce que on exclut la population civile de l'espace de la guerre que celle-ci peut être envisagée comme civilisée avec une population civile qui pourrait continuer de fonctionner comme s'ils étaient amis. Voilà un geste typique, me semble-t-il, de cette neutralisation. Alors, au-delà de ça, je m'y arrête moins. Ce que j'essaye de montrer aussi, c'est combien ce nomos du droit des gens modernes dont Schmitt fait l'éloge en ce qu'il civilise la guerre est contemporain et réclame en quelque sorte réclame ce que je vais dire, c'est-à-dire se meut parallèlement à un autre discours qui est celui qui prend en considération le commerce, mais aussi la culture, comme étant les seuls moyens à même de porter la paix, sans heurter, c'est-à-dire sans mettre en difficulté la réflexion du droit des gens sur la guerre. Hein. On est véritablement dans la production de deux discours parallèles, un discours sur le commerce, sur l'économie politique, éventuellement sur la culture, la République des lettres,
qui se combinent parfaitement dans la modernité. Des auteurs comme Montesquieu sont exemplaires de cela, en se développant en parallèle avec un discours du droit des gens qui, lui, repose sur la légitimité de l'acte de guerre. Mais donc ce dédoublement dans lequel je n'entre pas ici a ceci de problématique et peut à ce titre-là lui aussi être renvoyé à un geste de neutralisation qui est qu'il ne cesse d'envisager la possibilité même de la paix, c'est-à-dire de la réponse à la guerre, comme étant parfaitement spontanée, c'est-à-dire comme étant parfaitement impolitique, non politique. Le politique est tout entier réfléchi depuis la souveraineté pour donner lieu, en quelque sorte, à un deuxième discours, celui de l'économie politique, qui serait spontanément producteur de relations pacifiques. Je laisse ceci de côté pour retourner un peu plus à Schmitt, en voulant indiquer aussi que l'idéal d'une limite qui s'affirme dans la pensée de Schmitt, l'idéal d'une civilité de la guerre et d'un geste de limitation de celle-ci qui découle, comme je l'ai dit, et Schmitt a raison, qui découle immédiatement si on lit Rousseau, si on lit Grotius déjà, si on lit Vatel, qui découle immédiatement de l'affirmation de la légitimité de la guerre. La guerre étant légitime, étant constitutive du politique, peut être pensée dans sa limitation. Ce geste-là, dont Schmitt ne cesse de faire l'éloge, est aussi marqué, est aussi connoté d'autres formes de limitation, c'est-à-dire que la civilisation de la guerre, et c'est bel et bien ça le problème, me semble-t-il, le problème majeur de la pensée schmittienne, est toujours seulement propre à l'espace, à un certain espace dans lequel cette limitation vaut, à savoir c'est un nomos européen, qui ne peut se développer lui-même que dans la mesure où il ne s'universalise pas, qui ne peut se développer lui-même qu'à la mesure de sa propre limitation, c'est-à-dire qui présuppose, pour pouvoir se civiliser, l'espace non européen pour se déployer. Il n'y a civilisation de la guerre dans le droit des gens modernes, selon la lecture schmittienne, que dans la mesure, d'une certaine manière, où l'espace colonial est disponible pour l'expansion européenne. Et c'est parce que cet espace est limité qu'il peut devenir un processus de civilisation. Alors cela, il ne s'agit pas seulement, Schmitt le revendiquerait évidemment, mais il ne s'agit pas seulement de le pointer comme étant la limite profonde de la pensée schmittienne, mais il s'agit aussi de le documenter en montrant combien c'est présent dans la pensée moderne, qui effectivement, malgré ce qu'en dit Schmitt, ne cesse encore de faire référence à des ennemis qui seraient en tant que tels injustes. C'est-à-dire là où il y aurait un processus de civilisation de la guerre qui repose sur la reconnaissance de la légitimité de la guerre et de la légitimité de l'ennemi, qui a bel et bien le droit de faire la guerre, ceci n'est possible d'une certaine manière, quand on lit, que ce soit Vittoria, que ce soit Vatel, que ce soit Kant, ceci n'est possible que dans la mesure où de l'ennemi injuste, profondément médiéval en quelque sorte, subsiste. Chez Vittoria, il y a toujours l'ennemi commun, qu'il soit ottoman ou qu'il soit sarrasin, qui subsiste. Chez Vatel, il y a toujours des ennemis monstrueux qui échappent à ce processus de civilisation, qui témoigne ainsi du caractère limité de celui-ci. Enfin, il s'agit aussi de montrer de manière constante dans le livre combien le système de limitation qui serait constitutif de la guerre, cette pensée de la guerre qui peut se donner la possibilité de réfléchir celle-ci comme limitée, produit toujours ces exclus, ou réclame la production de ces exclus pour se mettre en scène.
Alors, avec l'exemple de Vatel, tout à l'heure, j'ai montré combien les populations civiles sont précisément ce qu'il s'agit de penser comme étant hors de la guerre, de manière à ce que la guerre soit civilisée, hein, en disant que des ennemis injustes, que des ennemis perpétuels, que des ennemis monstrueux subsistent chez Grotius, chez Rousseau. On voit ce même phénomène se produire. Plus explicitement, évidemment, et c'est un de mes petits sujets de prédilection, tout cela s'accompagne toujours de la prise en considération d'une forme d'inimitié, hein, d'une forme de rapport de violence qui ne correspond pas au rapport de guerre. Pour que la guerre civilisée soit pensable, dans sa civilité, il s'agit aussi de montrer toujours qu'il y a des ennemis qui ne peuvent pas tout à fait être qualifiés d'ennemis, qui échappent à ce rapport de guerre. Et ce qui est typique évidemment de ceci, et qui est l'objet d'un questionnement constant tout au long de la modernité, c'est la figure du pirate. La figure du pirate dont il s'agit toujours de montrer qu'avec lui, les règles de la guerre, les règles de civilité, les rapports de confiance, les rapports de reconnaissance mutuelle ne peuvent advenir. Donc, il y a toujours, pour que cette civilisation de la guerre soit produite, il y a toujours aussi la production d'un exclu de la guerre ou des exclus de la guerre. Et sur cette base-là, de nouveau, je ne vais pas m'attarder là-dedans parce que ça nous tournerait plus vers des considérations dans le domaine de la science politique. Ce qu'il s'agissait dans mon chef de faire, c'était de me donner les outils qui permettaient d'analyser quelque chose que Schmitt très tôt dénonce, à savoir l'avènement, à partir de 14-18, d'une illimitation de la guerre, ou d'un retour de la guerre juste en quelque sorte dans l'espace moderne, que Schmitt ne cesse de dénoncer comme étant pathologique, hein, et dont on sait que l'analyse schmittienne a pu valoir ou a pu être reprise ultérieurement, je pense à la fin du XXe siècle, pour montrer qu'il y avait une lucidité schmittienne en quelque sorte sur le sujet quand la guerre sur le terrorisme s'est développée. Hein, guerre contre le terrorisme qui se définit immédiatement comme étant une guerre contre un ennemi qui ne mérite pas d'être qualifié comme ennemi, comme étant une guerre qui ne réclame pas d'être déclarée, qui relève plus d'un acte de police, qui est perpétuel, etc. etc. Donc on voit bien que la guerre dans ce phénomène-là s'illimite, sort des catégories schmittiennes. Un des buts du livre est de montrer que s'il y a rupture de ce point de vue-là, hein, s'il y a rupture entre la guerre contemporaine d'une certaine manière et la guerre moderne, c'est une rupture par rapport non pas à la réalité d'une limitation de la guerre, mais bien plus par rapport au fantasme d'une limitation de la guerre que je tente de montrer en montrant, que je tente de montrer ou que j'explique quand je montre que la condition de la limitation de la guerre dans la modernité a toujours été produite en excluant ce qui ne relève pas d'une homophobie, le pirate, la population civile, etc. Donc il s'agit de réduire le rêve moderne à ce caractère fantasmé d'une limite. Alors, un autre déplacement que je produis et auquel je tiens très fort, et qui va m'amener à me situer en amont de la distinction entre guerre juste médiévale et guerre moderne, résulte de la prise en question du discours antique sur la guerre. D'une part, et je vais très vite là-dessus parce que c'est de nature plutôt philologique, ce que j'essaye de montrer, c'est la manière étrange par laquelle la pensée médiévale succède à la pensée romaine. C'est de nature philologique au sens où l'essentiel des textes cicéroniens, ou certains passages essentiels de Cicéron sur la guerre dans la République n'ont été retrouvés qu'à l'état lacunaire grâce à Augustin et permettent d'une certaine manière
une forme d'héritage de la pensée, d'héritage contre nature, je dirais, et de transformation des catégories véritablement de Cicéron à Augustin, puisque ce qui était envisagé comme juste selon le droit, en préfigurant d'une certaine manière le modèle moderne, par Cicéron, est envisagé par Augustin, qui cite Cicéron, hein, est envisagé par Augustin dans des catégories qui ne relèvent plus cette fois-ci du droit, mais bien plutôt de la théologie ou de la morale. Donc ça, ce sont des petits détails de nature philologique que j'essaie de documenter. Ce sur quoi je veux insister plus en avant, c'est que j'essaye de montrer surtout, ou non pas de remplacer, hein, mais de juxtaposer la différence entre les deux considérations de la guerre que j'ai décrites précédemment, hein, guerre juste médiévale et guerre en forme moderne, de montrer qu'il y a d'une certaine manière une autre différence fondatrice qui devrait être prise en considération et qui est sans cesse tue, hein, en tentant de revenir à une autre opposition, qui est celle qui sépare la pensée grecque de la pensée romaine. Alors, je vais de nouveau évidemment devoir être un tout petit peu caricatural sur le sujet, et j'espère que Sylvain m'excusera, pour aller vite sur la pensée grecque, dont évidemment, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'elle est spontanément considérée comme étant ce qui définit le berceau de la philosophie, mais aussi la source du vocabulaire politique. Hein. Cette pensée grecque, que ce soit chez Platon, mais ça vaut aussi chez Aristote, est toujours rythmée par les gestes d'abstraction, de neutralisation par lesquels j'ai commencé. Hein. Partage entre l'intérieur et l'extérieur, généralisation de la guerre, exacerbation de la guerre, fonctionnement par analogie, etc., qui donne lieu typiquement à un rejet de la guerre hors du champ politique. Ou encore, c'est la même chose évidemment, mais c'est une autre manière de le dire, à un repli du politique sur l'intérieur de la cité. C'est-à-dire que la possibilité même du développement d'une pensée politique en cadre grec résiderait dans l'établissement d'une séparation étanche entre, et sans cesse reconduite entre l'intérieur et l'extérieur de la cité. Et je dis sans cesse reconduite parce que même quand Platon, dans la République, tente d'envisager un ordre de la guerre pour penser les relations entre les cités grecques, donc là on a l'impression qu'on pourrait déjà développer une pensée de la guerre au sens extérieur du terme, il s'agit dans son chef sans cesse de reconduire le caractère en quelque sorte intérieur à la Grèce de la guerre considérée comme cela, dans sa différence par rapport aux guerres contre les barbares. Donc il y a toujours l'établissement dans la pensée grecque d'une séparation étanche d'une certaine manière entre intérieur et extérieur, qui à la fois permet l'émergence du discours philosophique sur la guerre, du discours philosophique sur le politique intérieur donc, et en même temps qui permet cette non-pensée de la guerre, hein, qui permet véritablement de rejeter la guerre à la fois hors des murs de la cité, mais aussi hors du cadre de la philosophie. Bref, ici, une nouvelle fois, la séparation, elle est véritablement constitutive, la séparation intérieure-extérieure, elle est constitutive de la possibilité même de développer un discours philosophique. Le modèle romain, dont, de nouveau, un peu en clin d'œil et de manière caricaturale, je dirais immédiatement qu'il brille dans la manière qu'on a pu avoir d'en hériter, qu'il brille par son caractère non philosophique. Hein. On sait que les Romains sont des agriculteurs, des soldats, des juristes, des traducteurs dans le meilleur des cas, mais en tout cas pas des philosophes, qui n'auraient rien produit d'original d'un point de vue philosophique. Hein. Eh bien, ce modèle romain, que je lis évidemment à travers Machiavel et à travers Hannah Arendt, ce modèle romain fonctionne, lui, j'insiste, hein, même si je le dis au travers d'un clin d'œil, j'insiste sur son caractère non philosophique. Il fonctionne au contraire toujours sur la base d'une porosité constitutive entre l'intérieur et l'extérieur, que je pourrais démontrer de manière multiple, hein, et qui est tout à fait à l'œuvre dans les textes de Cicéron. Hein. Il y a toujours cette idée que le droit, par exemple, au lieu d'être ce qui est le propre à l'intérieur de la cité, est précisément ce qui augmente sans cesse
là, je me réfère au texte de Arendt sur l'autorité. Hein, le droit, c'est ce qui augmente et fait ainsi tradition, comme production d'un monde commun avec l'ennemi qui devient allié. Hein. Donc il y a cette idée véritablement d'une expansivité du politique qui est en tout point contraire à ce souci de la séparation entre l'intérieur et l'extérieur, à ce rejet de l'étranger, pour aller un peu vite, qui est propre à la pensée grecque. Au contraire, il s'agit, dans la pensée romaine, de tenter d'inclure l'extérieur. Et c'est précisément ça le politique romain, c'est l'inclusion de l'extérieur, c'est l'augmentation de la cité, et c'est précisément aussi cela qui permet de réfléchir ce qui est le plus propre à cette pensée romaine, à savoir le droit. Le droit, c'est toujours ce qui vient transformer l'ennemi en allié. C'est-à-dire, pour le dire avec Arendt, produire un monde commun avec ce qui pourtant était extérieur à celui-ci. D'où évidemment l'importance de la question de la conquête dans ce modèle romain, donc on pourrait qualifier d'impérial d'une certaine manière, hein, mais que j'essaye d'interpréter avec l'aide de Machiavel, en montrant que la conquête, chez Machiavel, l'expansion, est toujours aussi l'expression de la liberté du plus grand nombre, avec les divisions internes à la cité auxquelles donne lieu cette liberté. C'est-à-dire que chez Machiavel, il y a toujours une sorte d'équation dans sa lecture de la cité romaine, il y a toujours une équation magistrale entre le fait de penser la division intérieure à la cité, le fait que le peuple, le plus grand nombre, au sens expansif du terme, le plus grand nombre à la garde de la liberté, et le débordement de la cité vers l'extérieur. Hein, donc on est typiquement dans un système de porosité et plutôt que d'étanchéité, tel que je tentais de le définir avec la cité grecque. Et on peut dire que les deux théories majeures, à savoir la théorie, je reviens à mes deux théorie schmittienne, hein, la théorie de la guerre juste médiévale, tout autant que la guerre en forme moderne, tentent l'une et l'autre de rompre avec cette porosité entre intérieur et extérieur qui serait le propre du modèle romain, tel que lu évidemment avec l'aide de Machiavel. Attendez, je regarde un peu le temps qui passe. Je peux encore deux, trois choses peut-être. Je voudrais revenir peut-être plus à des questions de méthode maintenant, avec encore deux considérations. Qui consiste à montrer, qui me permet de me frotter un peu à cet embarras dont je vous ai fait part dans un premier temps, à savoir le fait que je ne pense que dans la philosophie, que dans le discours philosophique, sans prendre en considération la réalité de la guerre. D'une part, et de manière aussi, excusez-moi, je complète, de manière aussi à faire comprendre que le livre ne se veut en rien une dénonciation de la philosophie, au nom d'une expérience de guerre qui ne cesserait de lui résister. Je vais expliquer cela de deux manières. D'une part, en revenant un instant, parce que ça mérite un traitement beaucoup plus long, sur ce qui me semble être le geste technique, pratique, philosophique le plus fort, mais aussi le plus légitime, et qu'il s'agit de penser dans sa légitimité, justement, qui consiste à penser la guerre depuis sa seule possibilité. Il y a guerre quand la guerre est possible. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours de la guerre hors de la cité grecque. Il y aurait toujours de la guerre hors de l'État moderne. Hein. Les relations d'État et d'As sont des relations de guerre, que ce soit chez Hobbes, que ce soit chez Rousseau, que ce soit chez Kant, etc. Chaque fois, et
et de nouveau, c'est du travail sur les textes, hein. Il s'agit de pointer ces moments où le philosophe, quel qu'il soit, proclame le fait que quand la guerre est possible, il y a guerre, c'est-à-dire que la guerre est ce qui se pense depuis sa possibilité. On voit bien, évidemment, c'est pour ça que je prends ce geste technique comme exemplaire, on voit bien qu'un tel geste est un geste d'abstraction de la réalité de la guerre qui ne peut donner lieu qu'au phénomène que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire une généralisation, une exacerbation de la guerre qui éloigne de la réalité même de la guerre. On voit bien combien cette prise en considération de la guerre depuis sa possibilité est à la fois typiquement philosophique et typiquement ce qui éloigne le philosophe de la réalité de la guerre. En même temps, et c'est pour ça que je ne veux pas sortir véritablement de cette ambiguïté, ce rapport entre guerre et possibilité de la guerre est plus que pour toute autre forme d'expérience, me semble-t-il, constitutif de la guerre. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais dit que je ne parlerais pas de la réalité de la guerre, mais à un moment ou l'autre, on est à sa limite. Effectivement, il y a guerre quand la guerre est possible. Et donc, ça, c'est en quelque sorte l'ambiguïté vers laquelle je veux aller, à la fois montrer que le geste philosophique qui consiste à réfléchir la guerre depuis sa possibilité est ce qui empêche, ou est une forme de facilité qui empêche le philosophe de prendre en considération la guerre, hein, qui la prend en considération donc qu'en la neutralisant, et en même temps, il s'agit de montrer évidemment combien un tel geste est véritablement, peut être aussi réfléchi, ce que je fais de façon très limitée, donc peut être aussi réfléchi comme étant constitutif du geste de guerre. La guerre, c'est précisément aussi ce qui doit être réfléchi comme une possibilité de la violence et pas seulement comme une violence immédiatement effective. Ou plutôt son effectivité doit toujours être réfléchie en ce qu'elle est entourée de sa possibilité. Il y a là quelque chose qui relève précisément de la guerre, mais aussi il y a là une pente qui amène, qui peut être aussi, qui est à la fois la pente de l'abstraction, mais qui peut être aussi considérée comme étant une pente belliciste, évidemment. Il y a aussi par définition la possibilité ainsi de généraliser la guerre par-delà sa présence. Alors voilà, c'est précisément cette ambiguïté-là face à laquelle je voulais me frotter. Alors, je vais conclure, je n'en ai plus pour quelques minutes, je pense, en insistant plus en avant encore sur le fait que ces techniques philosophiques de neutralisation de la guerre, que je viens de qualifier comme étant des facilités que se donne le discours philosophique au sujet de la guerre, il ne s'agit en rien, évidemment, de les dénoncer, mais il s'agit au contraire de les réfléchir comme étant la trace de la guerre au sein même de la philosophie. Et ce, d'une part, de trois manières différentes, me semble-t-il. D'une part, en montrant ainsi le caractère fabriqué, le caractère construit, le caractère stratégique du discours philosophique, quand il se frotte à la question de la guerre, plus qu'à toute autre question. Et donc ce caractère construit du discours philosophique quand elle se frotte à la question de la guerre, qui apparaît comme un moment de neutralisation, cette neutralisation est la trace de la guerre au sein même de la philosophie. Deuxièmement, mais je l'ai déjà évoqué, il s'agit toujours de montrer que ces gestes qui apparaissent dans leur caractère construit, dans leur caractère stratégique, abandonnent d'une certaine manière ce que j'appelle des restes de la guerre, ou encore des figures qui sont exclus du champ de la guerre, mais qui sont nécessaires à la guerre elle-même, et dont l'exclusion est constitutive du discours philosophique sur la guerre.
hein. Et donc là, je l'ai déjà signalé, mais le livre s'arrête sur quelques-unes de ces figures. J'ai cité le pirate tout à l'heure, j'ai cité le colonisé, hein, le reste du monde qui est la condition de la production d'un discours sur les limites de la guerre. J'ai cité la population civile dans le discours moderne sur la guerre. Je voudrais aussi, parce que je n'en ai pas fait mention du tout, citer la figure de l'esclave, hein, dont on voit bien, quand on entre dans le discours aristotélicien, platonicien un peu moins, mais dans le discours aristotélicien par excellence, on voit bien qu'à un moment ou l'autre, elle est précisément ce qui doit surgir comme figure exclue du champ de la guerre, pour qu'un discours sur la guerre soit réfléchi. Hein, par exemple, Aristote va contre l'usage tempestif de l'analogie chez Platon, hein, va au contraire d'une certaine manière développer des considérations sur la guerre qui tentent de résister à la pente analogique que je citais tout à l'heure, pour au contraire réfléchir celle-ci depuis ses finalités, hein, depuis ses buts, en montrant déjà qu'il est possible de distinguer des guerres justes et des guerres injustes, etc. Donc on peut dire qu'il y a chez Aristote une véritable prise en considération de la réalité de la guerre et des limites qui lui imposaient du point de vue de sa justice et de ses finalités, mais il y a toujours à un moment ou l'autre aussi la figure de l'esclave qui surgit, hein. La guerre reste un rapport de conquête de corps, reste par définition juste ou par définition légitime à partir du moment où il s'agit de conquérir des hommes qui sont nés pour être dominés. Et donc toute la réflexion aristotélicienne sur la guerre, à un moment ou l'autre, bute sur cette figure de l'esclave qui est à la fois exclue et nécessaire au discours aristotélicien sur la guerre, et qui donc apparaît comme étant un de ce que j'ai appelé ces restes de la guerre, hein, ces restes constitutifs du discours philosophique sur la guerre. Enfin, et j'ai fini, toujours pour montrer qu'il ne s'agit pas simplement de dénoncer le discours philosophique, mais de le montrer au contraire dans son inventivité, son caractère construit quand il se frotte à cette question de la guerre. Enfin, j'essaye aussi à deux, trois moments de montrer le moment, d'une certaine manière, où le discours philosophique fuit, c'est-à-dire où il ne parvient pas à simplement produire de manière limitée ces gestes d'abstraction que je citais. Et ceci est particulièrement l'objet de la lecture que je fais de Hobbes, hein, qui tout à la fois développe le système d'analogie qui permet à Hobbes à la fois de penser la guerre et en même temps de ne pas l'envisager dans sa réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, il y a des passages moins connus du texte hobbesien où celui-ci tente de prendre en considération de manière plus frontale des formes d'inimitié marginales, d'une certaine manière, hein, des états non accomplis, des structures brillantes, des structures pirates, de manière à montrer ainsi des relations de violence, des relations de guerre, sur la base desquelles Hobbes va penser aussi une normativité propre à la guerre. À milieu, d'une certaine manière, du Hobbes qui utilise l'analogie pour penser la guerre, il y a aussi un Hobbes qui pense ces figures mineures et qui va chercher ces exemples dans de toute autre tradition. Là, c'est Thucydide, par exemple, qui lui sert pour l'essentiel de source quand il pense non plus des États qui sont par définition en guerre les uns contre les autres, avec une analogie avec l'état de nature, hein, voilà cette paralysie de la pensée philosophique qui use de facilité, mais au contraire, il va penser des états non accomplis, ce que j'appelle des états non accomplis, j'emploie évidemment un vocabulaire contemporain, hein, c'est-à-dire des structures brigantes, des structures pirates, pour montrer que règnent chez eux des lois de l'honneur, par exemple, ou encore, et c'est un apax véritablement dans la pensée hobbesienne, qu'il règne une quasi-économie qui permet, elle, de penser véritablement l'émergence de normes. Là, on a un tout autre visage de Hobbes qui se dévoile. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est pas une dénonciation du discours philosophique sur la guerre, hein, c'est montrer au contraire son inventivité philosophique
quand il produit ces figures de neutralisation que j'ai citées, montrer ce qu'elle laisse de côté, mais montrer aussi que, quelque part, il y a une série de discours plus subtils, plus en marge, qui continuent ou qui tentent, elles, de penser des normes propres à la guerre. Voilà, j'ai été un peu long, je crois, excusez-moi, et je m'arrête là.